travailler sur le texte théâtral. D'abord, ce qui caractérise le texte théâtral, c'est la double communication, qu'on appelle aussi la double énonciation. On dit qu'au théâtre, il y a une double énonciation. Cette double énonciation, c'est tout d'abord parce que le texte de théâtre est un texte qui est fait pour être lu. Évidemment, on retrouve des dialogues essentiellement dans le texte de théâtre, donc c'est ce qui caractérise n'importe quel livre, mais aussi c'est un texte qui est fait pour être joué, qui est fait pour être vu. Dans des pièces de théâtre, c'est aussi un spectacle et ce qui est de l'ordre du spectacle est perceptible par les didascalies. Donc c'est ce qu'on appelle la double communication ou double énonciation au théâtre. Si on s'arrête maintenant sur différents termes techniques qui caractérisent le langage théâtral. D'abord, vous connaissez évidemment les didascalies. Les didascalies, il y en a de plusieurs sortes. D'abord, il y a ce qu'on appelle la didascalie initiale. Elle est constituée de la liste de personnages qu'on trouve au tout début d'une pièce de théâtre. Donc cette liste de personnages est appelée didascalie initiale. Mais également, on parle de didascalie quand on a les numéros des scènes, acte 1, scène première, et même les noms des personnages juste avant les répliques. Tout cela, ce sont des didascalies. Et puis, vous connaissez bien évidemment d'autres types de didascalies. Ici, on a un extrait d'Hernani de Victor Hugo. On a des didascalies qui on repère grâce à l'italique, qui caractérise le décor, mais aussi les accessoires dans une pièce de théâtre, les costumes, le bruitage, mais aussi les entrées et les sorties des comédiens ou des personnages, et également les gestes et les mouvements des comédiens. Les types de répliques, parmi celles-ci, il y a aussi le monologue, la tirade, l'aparté et la stichométie. Le monologue, il se repère par quelques signes. Vous avez systématiquement, au début d'un monologue, une indication, une didascalie. Donc ici, on a « seul, se promenant dans l'obscurité », dit du ton le plus sombre. Vous pouvez aussi ne pas avoir de didascalie, mais par contre, quand vous regardez le monologue en question, vous remarquez qu'à aucun moment, il n'y a d'autres personnages sur scène. Donc pour qu'il y ait un monologue, il faut qu'il y ait un seul personnage sur scène, et soit une didascalie vous l'indique, soit visuellement vous vous en rendez compte. 3 fonctions pour un monologue. Une fonction d'introspection, le personnage, quand il se parle à lui-même, fait une sorte d'auto-analyse. Une fonction de délibération, il hésite entre plusieurs possibilités, il doit choisir, et c'est pas forcément facile, donc il délibère. Et une fonction dramaturgique, c'est parfois un monologue qui va déclencher tout un tas d'actions par la suite. La tirade. Regardez cet extrait de Don Juan de Molière, vous remarquez qu'il y a tout un tas de répliques, et bien évidemment, les tirades, ce sont les répliques qui sont d'une longueur anormale, qui sont particulièrement longues. Elles ont pour but de convaincre, de persuader, d'expliquer ou même d'avouer quelque chose. L'aparté, comment le repère-t-on ? Eh bien, on le repère par, là encore, une sorte de didascalie. Par exemple, dans le Tartuffe de Molière, on a Dorine en soi-même. Donc en italique, on remarque qu'elle se parle à elle-même. Et bien évidemment aussi, on peut avoir d'autres termes. Par exemple, dans le Barbier de Séville de Beaumarchais, on a l'expression à part qui nous signale que le personnage est bien sûr en présence d'autres personnages, mais que la réplique va être dite à voix basse, en tout cas audible par le public, mais a priori non audible par les autres personnages. La stichométie, c'est une succession de répliques courtes. Vous voyez dans les deux cas que les répliques font une ligne, 2 lignes grand maximum, elles sont en tout cas assez courtes. Et puis la conséquence, évidemment, c'est que l'échange est rapide, il est très rythmé. Si on parle maintenant de la structure d'une pièce de théâtre, elle est d'abord constituée d'une scène d'exposition. La scène d'exposition, c'est soit la première scène ou même les premières scènes. C'est le moment où on nous expose les lieux, où l'histoire va-t-elle se passer, à quel moment, qui seront les personnages principaux, à quel rang social ils appartiennent et quel est le début de l'intrigue. Le nœud dramatique, c'est la deuxième étape, c'est le moment où les obstacles apparaissent, c'est le moment où les problèmes se posent.
L'intrigue, elle regroupe toutes les péripéties qui font progresser l'action, l'ensemble des événements de la pièce, ce qu'on pourrait appeler dans le roman la fiction ou l'histoire, comparativement. Et le dénouement, c'est le moment où tous les problèmes sont résolus, c'est donc la dernière ou les dernières scènes pendant lesquelles le nœud dramatique trouve finalement sa résolution. La mise en scène d'une pièce de théâtre. Le rôle d'un metteur en scène, c'est d'abord d'interpréter le texte de l'auteur. Ça veut dire qu'il a sa propre vision de la pièce. Il peut très bien modifier le texte de départ. Pourquoi pas supprimer des répliques? Pourquoi pas en rajouter? Pourquoi pas en modifier? C'est sa liberté. Le metteur en scène n'est pas nécessairement fidèle totalement au texte de départ. Donc son rôle, c'est d'abord de donner sa vision de la pièce, mais c'est aussi de diriger les comédiens. Il doit décider du déplacement des personnages, de leurs gestuels, de leurs émotions et de la façon dont ils vont les traduire. Il doit également choisir les costumes, qui sont fondamentaux au théâtre, le théâtre étant un spectacle, et enfin choisir les décors et les lumières. Donc vous voyez que le travail de metteur en scène est très varié et très personnel. C'est bien une interprétation de la pièce écrite par un auteur. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le texte de théâtre.